Stranger Things, saison 1, épisode 6. On voit une jeune femme. Elle se nomme Terry, elle a les yeux bleus, elle fixe un téléviseur sans le regarder. Elle ne réagit pas, elle ne bouge pas, elle est totalement mutique, elle est catatonique. Terry est dans un autre monde, une autre dimension. Elle n'est pas dans le coma, elle est ailleurs. C'est Becky, sa sœur, qui s'occupe d'elle, qui lui permet de se nourrir, de se laver, de dormir. Et c'est Becky qui raconte ce qu'il s'est passé. Terry a participé volontairement, elle était payée $200, à un programme dirigé par les services secrets américains, la CIA. Il s'agissait d'expériences sur le cerveau, comment le manipuler, contrôler les pensées, tout cela dans le but de lutter contre le communisme. Les expériences étaient complètement délirantes. Terry a consommé des psychotropes, notamment du LSD. Elle a été enfermée nue dans des caissons d'isolation sensorielle. Et le résultat, Terry est partie réellement dans une autre dimension, mais elle n'est jamais revenue. L'histoire est totalement aberrante. La CIA aurait manipulé des citoyens américains, les aurait transformés en rats de laboratoire, leur aurait déglingué le cerveau avant de les abandonner comme ça dans la nature. Science-fiction complotiste pour adolescents attardés. Eh bien non. Les scénaristes de Stranger Things partent d'une histoire bien réelle. Le programme de la CIA a bel et bien existé. Il se nommait MK-Ultra et des centaines de citoyens américains en ont été les victimes. Podcast Story. Tout commence au début des années 50. On sort de la Seconde Guerre mondiale et le monde est alors divisé en deux. Nous avons le monde communiste d'un côté, avec les Chinois et les Soviétiques, et le monde capitaliste de l'autre, avec les Américains et les Européens. Ces deux mondes se font une guerre que l'on nommera plus tard la guerre froide. Ce n'est pas un conflit direct. Les deux parties possèdent l'arme atomique et une guerre frontale entraînerait, la fin de l'humanité. Donc on ne s'entretue pas directement. C'est l'équilibre de la terreur. En revanche, la guerre se passe de façon plus sournoise. Sur le terrain diplomatique, on influence d'autres pays pour les ramener dans son camp. C'est aussi une guerre d'espionnage, bien sûr, de déstabilisation, de manipulation. Et sur le terrain, la guerre se fait par pays interposés, comme la guerre de Corée de 1950 à 1953. Les communistes au nord contre les capitalistes au sud, bien sûr, je résume. Les Américains envoient des troupes pour soutenir la Corée du Sud, et c'est là que nous en arrivons à l'événement qui va, in fine, donner naissance à Stranger Things. Des soldats américains sont donc présents en Corée. Et ils se battent avec les Sud-Coréens contre les Nord-Coréens. Évidemment, des soldats américains sont capturés et emprisonnés au Nord. Et c'est alors que l'impensable se produit. Des films tournés par les services nord-coréens sont diffusés. On y voit des soldats américains prisonniers qui se rebellent contre leur propre pays. Ils accusent ouvertement l'Amérique de massacrer des enfants, de raser des villages, d'utiliser des armes chimiques. Bref, des soldats américains accusent l'Amérique de crimes de guerre contre l'humanité. Des boys qui se retournent contre les États-Unis. Comment est-ce possible ? Une nouvelle expression va naître, le lavage de cerveau. On peut manipuler des cerveaux, on peut contrôler les pensées, on peut transformer profondément un homme. C'est ce qui est arrivé à ces pauvres soldats américains. On les a complètement retournés. Mais comment a-t-on fait ? Panique à la Maison-Blanche. Si les communistes sont capables de faire changer des soldats américains, demain, ils parviendront à manipuler le monde entier. Nous allons tous devenir communistes sans même nous en rendre compte. Les communistes savent laver les cerveaux, et pas nous. Il faut s'y mettre, et il faut s'y mettre maintenant. La CIA est mandatée. Elle va créer un programme qui s'appellera d'abord Bluebird, puis Artichaut, ça s'invente pas, et finalement, en avril 1953, il est lancé sous son nom définitif, MK-Ultra. Nous y sommes. L'homme qui dirige ce programme est le docteur Sidney Gottlieb. Le but du programme, développer des techniques de contrôle et de manipulation mentale. Dans quel domaine de recherche va-t-on travailler ? Tous ceux qui touchent de près ou de loin au cerveau, psychiatrie, psychologie, chimie, et puis on dérive sur l'hypnose, le paranormal, la télékinésie.
Gottlieb recrute des chercheurs, il s'adresse aux meilleurs, aux plus reconnus. Certains rechignent d'ailleurs à travailler sur un programme aussi opaque, mais Gottlieb obtient des budgets très généreux et les montants attirent plus d'un professeur jusque-là méfiant. On va même exfiltrer d'Europe des savants nazis, connus pour avoir pratiqué des expériences abominables dans les camps de concentration, mais dont les résultats peuvent servir. Tout est bon pour les intérêts de la nation, même le recrutement de criminels de guerre. On a les budgets, on a les chercheurs, on crée des bases secrètes. C'est parti. La CIA va utiliser des centaines, peut-être des milliers de citoyens américains qu'elle va transformer en cobayes en leur faisant ingérer des psychotropes, notamment à nouveau, découvert quelques années plus tôt en Suisse, le LSD. Le LSD est un hallucinogène extrêmement puissant, sans doute le plus puissant qui existe. Le trip sous LSD dure 5 à 8 heures. Modification de la perception, de l'humeur, de la pensée, perte du sens de la réalité. Le consommateur de LSD a des visions hallucinatoires colorées, une distorsion des objets, de l'espace et du temps, une amplification ou un assourdissement des sons. Lorsque l'effet s'estompe, le retour à la réalité peut être déplaisant, avec un état de confusion mentale, des angoisses, des crises de panique. Cet état peut être durable. Le sujet peut être victime d'hallucinations effrayantes. Parfois, l'anxiété peut aller jusqu'à la crise de panique, avec le risque que le sujet ne mette fin à ses jours. On le sait. Et pourtant, malgré les risques, on n'hésite pas. On commence dans 40 universités. 40 ! Les étudiants sont rémunérés pour tester les drogues. Autant dire qu'à l'aube des années 60, les volontaires se pressent en nombre. Détail amusant d'ailleurs, c'est grâce à ces expériences que le LSD se popularisera dans la jeunesse contestataire américaine qui voit la drogue ultime, celle qui ouvre les portes de la perception, comme disait Jim Morrison. Une expérience de la CIA a donc été l'un des vecteurs du mouvement hippie. Et ça continue. Aux yeux de l'agence, n'importe quel être humain peut convenir à l'affaire. On expérimente à tour de bras. Les propres fonctionnaires de la CIA sont mis à contribution. Le protocole scientifique tourne à la farce. Au cours de séminaires, on verse du LSD dans les verres des salariés et ils ne sont prévenus qu'après avoir avalé la drogue. Première dérive, premier cas grave, premier mort connu. Il se nomme Frank Olson, un spécialiste en armes bactériologiques. Il goûte mal l'expérience. Frank se renferme sur lui-même et bascule dans la dépression. Plusieurs jours après l'ingestion du LSD, son état ne connaît aucune amélioration. Ses supérieurs s'inquiètent, l'envoient consulter à New York. Des agents sont chargés de le surveiller d'ailleurs parce qu'on craint le pire et on a raison. Olson se défenestre de sa chambre d'hôtel, 10 étages. Forcément, la chute est fatale. L'enquête officielle conclut au suicide. Les preuves liées au LSD sont effacées. Les expériences ne s'arrêtent pas là. Bien au contraire, la CIA persévère et son champ d'action semble illimité, hôpitaux, casernes militaires, prisons. À l'hôpital fédéral de Lexington, dans le Kentucky, le docteur Harris Isbell applique à la lettre l'expression « traiter le mal par le mal ». Sous prétexte d'étudier les effets de l'addiction, il administre de forts cocktails de drogue à des patients atteints de toxicomanie. La plupart des cobayes sont afro-américains. Dans une société gangrénée par la ségrégation raciale, on n'hésite pas à traiter les Noirs comme de véritables rats de laboratoire. Autre cas dramatique, celui de l'Allan Memorial Institute à Montréal. L'endroit est de toute beauté, une bâtisse gothique nichée au sein d'un écrin de verdure. Qui pourrait se douter qu'au sein de ces murs se trament les pires atrocités? Le docteur Donald Ewen Cameron est aux manettes de l'établissement. Président de l'Association internationale de psychiatrie, le savant jouit d'une réputation sans faille. Et Cameron ne manque pas d'idées, c'est le moins qu'on puisse dire. Il élabore bon nombre de théories, dont celle-ci. Si le cerveau humain est défectueux, il faut le reprogrammer comme un ordinateur. Pour obtenir un appareil flambant neuf, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remet les compteurs à zéro. Et comment procède-t-on avec un cerveau humain? Le patient est plongé dans un état de sommeil artificiel, parfois des semaines, voire des mois. Ensuite viennent les séances d'électrochoc, 30 à 40 fois plus fortes que la normale.
Celles-ci peuvent se succéder durant de longues périodes. Pour pimenter le tout, le docteur Cameron agrémente sa formule de LSD et d'autres psychotropes. Il ne rechigne pas non plus à user de privations sensorielles. Tout est conçu pour que l'individu parvienne à un état végétal. On va jusqu'à asséner à l'aide de haut-parleurs cachés dans les lits des messages répétés en boucle. L'exercice ne relève plus du soin, mais de la torture mentale. Cameron ne manque pas de matière humaine. Aucune distinction n'est faite entre les résidents de l'hôpital. Une femme souffrant de dépression postpartum, un adolescent en révolte contre ses parents, un homme qui a de l'asthme. Ils se comptent par centaines. Beaucoup ne reviendront pas indemnes. Certains sont devenus de véritables zombies, d'autres sont pris d'accès de violence incontrôlables. Ils sont incapables de se laver, ils souffrent d'incontinence. Pour payer leurs soins, les familles sombrent dans la pauvreté. Il faudra attendre des années avant de pouvoir réclamer justice. La chose est d'autant plus sinistre quand on se penche sur le passé du bon docteur Cameron. Il a fait partie en 1946 du jury chargé du jugement des criminels de guerre nazis lors des procès de Nuremberg. 1964, le programme MK-Ultra prend officiellement fin. Le LSD perd de son aura, les scientifiques réalisent trop tard leur erreur, la drogue altère le jugement, elle déclenche l'anxiété, la paranoïa. C'est pas avec une drogue aussi dangereuse qu'on inventera une super arme psychique. L'enthousiasme retombe aussi vite qu'il est monté. Le dossier MK-Ultra est remisé aux archives. Peu de citoyens américains ont entendu parler de ce programme. Et puis ceux qui en entendent parler n'y croient pas vraiment. Qui pourrait prêter foi à de telles âneries ? Les années passent et l'insouciance des 60s fond comme neige au soleil. Au cours des années 70, les États-Unis traversent une période de profonde remise en question. Le scandale du Watergate ébranle la confiance des Américains. Leur gouvernement n'est pas aussi immaculé qu'il le prétend et la méfiance s'installe. De quelles autres noirceurs les autorités sont-elles capables ? 1972, Richard Helms, le directeur de la CIA, sent le vent tourner, il le sait, tôt ou tard, on viendra lui réclamer des comptes, il faut prendre les devants. 1973, le président Ford cherche à regagner la confiance de ses concitoyens et il met en place 2 commissions d'investigation. Terminé le temps où la CIA pouvait se permettre d'agir en toute impunité, nul n'est au-dessus des lois. Peine perdue, les enquêteurs ne trouveront rien. Juste avant sa démission, Richard Helms a ordonné la destruction de la plupart des dossiers liés à MK-Ultra. Mais les interrogatoires se poursuivent. On n'a pas de dossier, on a quand même des témoins. La CIA avoue, elle a effectivement mis en place une large batterie de tests et d'expérimentations sur des sujets non volontaires. Plus d'une trentaine d'institutions sont impliquées. L'agence de renseignement essaie de se justifier, la nation était en danger, il était nécessaire de mobiliser la recherche. Mais les tests ont-ils été concluants ? Les interrogés baissent les yeux, ils sont visiblement gênés. Non, la valeur scientifique de toute cette histoire était quasiment nulle. Les preuves matérielles sont malheureusement insuffisantes pour inculper qui que ce soit. Quant aux instigateurs de la première heure, les docteurs Gottlieb, Cameron et Isbell, et bien d'autres encore, ils profitent d'une retraite confortable ou sont morts de vieillesse, libres. Officiellement, MK-Ultra a provoqué la mort d'un seul homme, le fameux spécialiste en armes bactériologiques dont on racontait l'histoire tout à l'heure, Frank Olson. En 1975, sa famille reçoit un dédommagement de $750 000. MK-Ultra a existé, la chose est certifiée. Mais jusqu'à quel point ? La question reste en suspens. La CIA maintient une telle nébuleuse autour du projet qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. En 1994, Eric Olson, le fils de Frank, obtient l'exhumation du corps de son père. Le médecin légiste examine les restes et fait cette troublante observation. Olson, avant de tomber du 10e étage de son hôtel, a reçu un coup sur la tempe gauche. Un meurtre ? La CIA l'a-t-il commandité ? Eric en est persuadé. Son père en savait trop. Le LSD a servi de prétexte. L'incertitude est un terrain idéal pour qui veut alimenter les thèses complotistes et en ce qui concerne MK-Ultra, les théories les plus vaseuses pullulent. Le projet serait toujours en activité aujourd'hui, en 2022. La CIA a trouvé le moyen d'implanter des puces électroniques dans nos cerveaux. Il suffirait d'un mot de passe et nous voilà métamorphosés en assassins.
Au sein de laboratoires secrets, les scientifiques du bureau s'adonnent à des expériences malsaines sur des orphelins sans défense. Les meurtres perpétrés par Charles Manson et sa famille, MKUltra. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, encore un coup d'MKUltra. La paranoïa se diffuse sans mal dans la culture populaire. Le cinéma en particulier raffole de tout ce qui a trait au complot. On ne compte plus les films qui insèrent une ou deux références à MKUltra. Un crime dans la tête, l'échelle de Jacob, American Ultra, les chèvres du Pentagone, la saga Jason Bourne, Orange Mécanique. Et les séries, bien sûr, ont pris le relais avec Stranger Things, qui est l'une des plus connues, mais on peut aussi citer Alpha, Fringe, Archer, Sleep Rooms. Le sujet est inépuisable. Parfois, la réalité s'avère être bien plus terrifiante que la fiction. La CIA n'est pas parvenue à façonner des êtres doués de télékinésie ou télépathie. L'expérience s'est soldée par un cuisant échec. Mais le pire ne réside pas là. Ces expérimentations ont brisé des vies. Les victimes ont pour la plupart préféré taire leur souffrance. Ceux qui ont osé porter plainte ont rarement obtenu réparation. Aujourd'hui, les protagonistes de l'affaire sont dans leur grande majorité morts, enterrés. Les rares témoignages crédibles se réduisent à peau de chagrin. Progressivement, MKUltra s'efface de l'histoire officielle pour glisser vers la légende. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.